Prends tes affaires et tes dégages, a hurlé ma mère pendant qu'il me mettait à la porte. 2 jours plus tard, elle se tenait devant chez moi, tremblante, me suppliant de l'aider mais j'avais déjà tourné la page. Ils m'ont chassé. Je me suis relevé. Je m'appelle Élise, j'ai 28 ans, et je suis une architecte d'intérieur à succès avec ma propre entreprise florissante. Il y a 2 ans, mes parents m'ont mise à la porte de leur maison avec ces mots cruels, « Prends tes ordures et va-t'en ». Ce fut le moment le plus douloureux de ma vie. Mais ironiquement, c'est devenu le catalyseur qui a tout transformé. 2 jours à peine après m'avoir jeté dehors, ma mère s'est présentée à ma porte temporaire, tremblante et désespérée, demandant de l'aide. Comment aurait-il pu savoir qu'être traité d'ordure me donnerait la force de créer une vie meilleure que je ne l'aurais jamais imaginée? Avant que je vous raconte comment je suis passé d'être traité d'ordure à vivre ma meilleure vie, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « S'abonner » si les histoires de drames familiaux vous parlent. Ayant grandi dans une maison de banlieue de classe moyenne en Pennsylvanie, j'ai toujours eu l'impression de marcher sur des œufs. Ma mère, Margaret, était l'incarnation du contrôle. Rien de ce que je faisais ne semblait jamais assez bien pour elle. Chaque réussite était accueillie par la critique plutôt que par la célébration. Ce « aurait pu être un as si tu t'étais appliqué » ou « tes cheveux seraient plus beaux si tu les coiffais différemment » étaient des refrains courants tout au long de mon enfance. Mon père, Robert, était physiquement présent mais émotionnellement absent. Il travaillait comme directeur financier dans une grande entreprise et se vantait de fournir un style de vie confortable à notre famille. Mais chaque fois que des conflits éclataient entre ma mère et moi, il se réfugiait derrière son journal ou disparaissait dans son bureau. Sa phrase préférée était « Écoute ta mère, Élise », même lorsque ses exigences étaient déraisonnables. Malgré les critiques constantes, j'ai développé très tôt une passion pour la décoration d'intérieur. Je réagençais les meubles de ma chambre tous les mois, créais des planches de couleurs à partir de coupures de magazines et dessinais des plans de pièces pendant les cours. Mes professeurs de l'école primaire commentaient souvent mon talent artistique, mais à la maison, ces intérêts étaient considérés comme un simple passe-temps. L'art ne paie pas les factures, disait ma mère chaque fois que je mentionnais la poursuite du design comme carrière. Regarde ta cousine Stéphanie. Elle a étudié la comptabilité et a acheté sa première maison à 24 ans. Quand est venu le temps de l'université, je me suis battu pour étudier la décoration d'intérieur. Mes parents ont accepté à contre-cœur après que j'ai obtenu une bourse partielle pour notre université d'État, bien qu'ils aient clairement indiqué qu'ils s'attendaient à ce que je passe à autre chose et que je poursuive finalement quelque chose de pratique. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, décrochant mon baccalauréat en beaux-arts en décoration d'intérieur, mais même cette réussite a été minimisée à la maison. Maintenant, tu peux trouver un vrai travail dans une entreprise, a suggéré mon père lors de mon dîner de remise de diplôme, passant complètement à côté du but de mes 4 années d'études spécialisées. Après l'obtention de mon diplôme, le marché du travail était difficile, et j'ai décidé de retourner vivre temporairement à la maison pour économiser de l'argent tout en construisant mon portfolio avec des projets indépendants. Ce qui devait être un arrangement de 6 mois s'est étiré sur près de 2 ans. J'ai transformé le sous-sol en studio improvisé, créé un site web professionnel et lentement bâti une clientèle grâce au bouche à oreille et à des événements de réseautage locaux. Vivre à la maison à 26 ans n'était pas idéal, mais je progressais. Chaque mois, j'ajoutais plus à mon compte d'épargne, prenais des projets plus complexes et élargissais mon réseau professionnel. J'avais un plan quinquennal, construire mon portfolio, économiser pour un véritable espace de studio et lancer ma propre agence de design avant mes 30 ans. Mes parents, cependant, considéraient mon travail de freelance comme du chômage. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais refusé une offre d'emploi chez un détaillant de meubles d'entreprise qui payait moins que mon travail indépendant, mais offrait de la stabilité. La tension dans notre maison grandissait de mois en mois. À ton âge, j'étais déjà marié avec une hypothèque, me rappelait ma mère quotidiennement, oubliant commodément que sa génération pouvait se permettre des maisons avec des salaires de débutants. Les règles de la maison sont devenues de plus en plus restrictives. Bien que je contribue aux dépenses du ménage, j'étais traité comme une adolescente. Ma mère questionnait mes allées et venues, critiquait mes clients comme n'étant pas assez sérieux et faisait des commentaires pointus sur mes pairs qui avaient de vraies carrières. Au fur et à mesure que mon entreprise se développait lentement, ma confiance en moi augmentait également. J'ai commencé à me défendre davantage, ce qui n'a fait qu'aggraver la tension. De simples désaccords sur des questions ménagères se transformaient en disputes sur mes choix de vie, mes décisions financières et ma supposée ingratitude.
Les choses ont atteint un point critique lorsque j'ai reçu une opportunité incroyable, la chance de redécorer l'intérieur d'un restaurant local populaire qui s'agrandissait pour ouvrir un deuxième emplacement. Le propriétaire avait vu mon travail chez un ami et avait été impressionné par mon portfolio. C'était exactement le genre de projet commercial qui pouvait catapulter ma carrière au niveau supérieur. Le projet nécessitait un investissement initial dans des logiciels spécialisés, des échantillons de matériaux et l'embauche d'un photographe pour documenter le travail terminé. J'avais économisé assez pour couvrir ces dépenses, mais cela signifiait vider temporairement mon fonds d'urgence. Pour moi, c'était une décision commerciale calculée, un investissement dans mon avenir. Quand j'ai mentionné l'opportunité au dîner, au lieu de félicitations, j'ai reçu une leçon de morale. C'est exactement ton problème, Élise, a dit ma mère en posant sa fourchette avec une force inutile. Tu as presque 30 ans, tu vis dans notre sous-sol, et maintenant tu veux dépenser tes économies pour un restaurant qui fermera probablement dans un an. Ce n'est pas dépenser, maman. C'est d'investir dans mon entreprise, ai-je expliqué, en essayant de garder ma voix égale. Ce client pourrait mener à d'autres projets commerciaux. Mon père a secoué la tête. Ta mère et moi sommes préoccupés par tes décisions financières. Peut-être est-il temps d'envisager une voie plus conventionnelle. Cette nuit-là, j'ai quand même signé le contrat. C'était mon argent, ma carrière et ma décision. Ce que je ne savais pas, c'est que cet acte d'indépendance déclencherait la pire confrontation de ma vie, une confrontation qui, au final, changerait tout. Je n'oublierai jamais le jour où ma vie a changé pour toujours. C'était un mardi soir d'avril, et je venais de finaliser le contrat avec le propriétaire du restaurant. Après des semaines de négociations et de planification, tout était officiel. J'allais redécorer le nouvel emplacement de The Rustic Table, un projet qui pourrait transformer ma carrière. L'excitation qui bouillonnait en moi était écrasante alors que je rentrais à la maison, imaginant le visage de mes parents quand ils comprendraient enfin que mon passe-temps devenait une entreprise légitime. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué que les 2 voitures de mes parents étaient là, plutôt que d'habitude. C'était peut-être le moment idéal. Nous pourrions tous nous asseoir, je pourrais leur montrer le contrat signé, et ils verraient enfin que je construisais quelque chose de réel. Cependant, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La maison avait ce silence particulier qui n'était pas paisible, mais chargé de tension, comme l'air avant un orage. Maman, papa, je suis à la maison, ai-je appelé, en posant mon portfolio sur la table de l'entrée. Je les ai trouvés dans la cuisine. Ma mère était assise, rigide, à la table, et mon père se tenait près du comptoir, les bras croisés. Entre eux, étalés sur la surface de la table, se trouvaient mes documents financiers, mes relevés bancaires et mes plans d'affaires. Des papiers que je gardais dans un tiroir verrouillé de mon espace de travail au sous-sol. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, mon excitation s'évaporant instantanément. Pourquoi avez-vous mes dossiers financiers? Le visage de ma mère était rouge de colère. Je rangeais du linge dans ta chambre et j'ai trouvé ça. Tu es en train de vider complètement ton compte d'épargne pour ce projet de restaurant. L'invasion de ma vie privée m'a d'abord frappé. Vous avez forcé mon bureau. Ce sont des documents commerciaux privés. Privé, a élevé la voix ma mère. Rien n'est privé quand tu vis sous notre toit, que tu utilises notre électricité, que tu manges notre nourriture. Nous avons tout à fait le droit de savoir quelle décision stupide tu prends. Mon père s'est avancé. Élise, ta mère est inquiète, tout comme moi. Tu parles de déménager depuis 2 ans, mais au lieu d'économiser de manière responsable, tu jettes des milliers de dollars dans des projets incertains. Je ne jette pas d'argent, dis-je, sentant ma propre colère monter. C'est un investissement commercial avec un retour sur investissement clair. Le contrat que je viens de signer vaut 3 fois ce que j'y mets. C'est exactement comme ça que les petites entreprises se développent. Ma mère s'est moquée. Petite entreprise. Tu n'es pas une chef d'entreprise, Élise. Tu es une fille avec des goûts de luxe qui joue à faire semblant dans notre sous-sol. Ces mots méprisants m'ont piqué plus qu'une gifle. J'ai des clients qui paient. J'ai un portfolio qui s'étoffe. Ce n'est pas parce que ça ne ressemble pas au travail de papa dans une grande entreprise que ce n'est pas réel. Science, a-t-elle ri sèchement. La salle de bain de tes amis et la chambre de ta cousine ne comptent guère comme une clientèle. Chaque mot était conçu pour me diminuer, pour me faire sentir petite. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Au lieu de me recroqueviller, j'ai ressenti une vague de défi.
Je viens de signer un contrat commercial aujourd'hui qui vaut plus que ce que j'ai gagné toute l'année dernière, dis-je en sortant le document de mon sac. The Rustic Table s'agrandit et ils m'ont engagé pour concevoir leur nouvel espace. Mon père a pris le contrat, y jetant un bref coup d'œil avant de le tendre à ma mère. Je m'attendais à ce que cette preuve change quelque chose, qu'elle leur fasse voir que je ne jouais pas seulement à être une designer. Ma mère l'a à peine regardé. Donc tu risques ta sécurité financière pour un restaurant? Les restaurants font faillite tout le temps, Élise. Tout dans la vie comporte des risques, ai-je rétorqué. L'entreprise de papa pourrait licencier demain. Rien n'est garanti. Mais c'est un risque calculé qui pourrait faire progresser ma carrière de manière significative. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Ma mère s'est levée, son visage déformé par la frustration et la déception. Ta carrière. Pendant 2 ans, nous t'avons soutenu, nous t'avons donné un endroit où rester, nous avons attendu patiemment que tu grandisses et que tu deviennes sérieuse. Et c'est comme ça que tu nous rembourses? En vidant tes économies pour un restaurant. J'ai 26 ans, dis-je, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Je contribue à ce ménage. Je paie un loyer. Je fais les courses. Je ne demande pas votre approbation pour mes décisions commerciales. Mon père, qui était resté relativement silencieux, a soudainement retrouvé sa voix. C'est ça le problème, Élise. Tu as toujours fait ce que tu voulais sans tenir compte de nos conseils. Nous t'avons vu prendre une décision peu pratique après l'autre. Peu pratique. L'injustice de tout cela devenait trop forte. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai bâti une clientèle à partir de rien. Je fais exactement ce que font les entrepreneurs qui réussissent. Ma mère a ri, un son froid et dénué d'humour. Entrepreneur. C'est comme ça que tu t'appelles maintenant? Tu n'es pas Steve Jobs, Élise. Tu es juste trop têtu pour admettre que cette phase de design ne fonctionne pas. Ce n'est pas une phase, ai-je insisté. C'est ma carrière, ma passion, et ça marche. Ton père et moi sommes déçus de là où tu en es arrivé, a continué ma mère comme si je n'avais pas parlé. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu vives dans notre sous-sol à ton âge, jetant l'argent par les fenêtres pour des chimères. Chaque mot était comme un couteau, visant précisément mes insécurités les plus profondes. Est-ce que je me faisais des illusions? Est-ce que j'échouais vraiment à devenir adulte, comme il le suggérait? J'avais des clients qui appréciaient mon travail. J'avais un portfolio qui s'étoffait. Je venais de signer mon plus gros contrat. Je ne jette rien par les fenêtres, dis-je fermement. Et je ne suis pas une déception. Je construis quelque chose en quoi je crois, et si vous ne pouvez pas le voir, c'est votre perte. C'est alors que ma mère a dit les mots que je n'oublierai jamais. Tes designs sophistiqués ne peuvent pas cacher la vérité, Élise. Tu n'es qu'une ordure sans valeur qui prétend être quelque chose que tu n'es pas. Tu l'as toujours été. Trop têtue pour écouter, trop arrogante pour apprendre, trop paresseuse pour faire le vrai travail de construire un avenir sûr. La pièce est devenue silencieuse. Même mon père avait l'air choqué par ces paroles. Margaret, commença-t-il, mais elle le coupa. Non, Robert. J'en ai assez de tourner autour du pot. Elle a besoin d'entendre la vérité. Nous lui avons donné tous les avantages et elle a tout jeté pour jouer à l'artiste dans notre sous-sol. Je suis resté là, ayant l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. Ordure sans valeur. Les mots résonnaient dans mon esprit, prononcés par la femme qui était censée m'aimer inconditionnellement. Si c'est ce que tu penses, dis-je, ma voix étonnamment calme malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi, alors je devrais partir. Oui, tu devrais, a claqué ma mère. Prends tes ordures et va-t'en. Nous en avons assez de soutenir tes illusions. J'ai regardé mon père, espérant qu'il interviendrait, qu'il dirait que cela était allé trop loin. Au lieu de cela, il a soupiré profondément et a dit, « Je pense qu'un peu de distance serait mieux pour tout le monde. Tu pourras revenir quand tu seras prête à faire des choix plus responsables. » Ils étaient unis contre moi. Ces personnes qui m'avaient élevé, qui auraient dû être mes plus grands soutiens. Très bien, dis-je, une étrange clarté m'envahissant. Je serai parti dans l'heure. Prends tout ce que tu as apporté dans cette maison, dit froidement ma mère, et rien de plus. Je me suis retourné et je suis descendu dans mon studio au sous-sol. Mes jambes me portaient d'une manière ou d'une autre, bien qu'elles aient l'impression de pouvoir céder à tout moment. Ordure sans valeur. Les mots m'ont suivi, se gravant dans ma conscience.
Les mains tremblantes, j'ai commencé à rassembler mes affaires essentielles. Mon portfolio. Mon ordinateur portable. Mes matériaux de conception. Vêtements. Articles de toilette. Le diplôme encadré qu'ils avaient si complètement méprisé. En moins d'une heure, ma voiture était remplie des pièces les plus importantes de ma vie. Mes parents sont restés dans la cuisine, ne faisant aucun mouvement pour m'aider ou m'arrêter. Quand je suis revenu pour la dernière boîte, ma mère a simplement dit « Laisse ta clé de la maison ». Je l'ai posée sur le comptoir sans un mot et je suis sorti de la maison de mon enfance, ne sachant pas où j'allais dormir cette nuit-là, mais sachant d'une manière ou d'une autre avec une certitude absolue que je n'appellerai plus jamais cette maison mon foyer. Les premières heures après avoir été mise à la porte sont passées dans un flou. J'ai conduit sans but dans notre banlieue, mon esprit rejouant en boucle les mots cruels de ma mère. Ordure sans valeur. Comment la femme qui m'avait mise au monde, qui avait autrefois pensé mes genoux écorchés et célébré mes projets artistiques de maternelle, pouvait-elle dire quelque chose d'aussi délibérément blessant? Finalement, je me suis retrouvé garé sur le parking d'une épicerie ouverte 24h24, regardant fixement mon volant. Mon téléphone indiquait qu'il était presque 22 heures. La réalité s'imposait, je n'avais nulle part où aller. Pas d'appartement prévu. Pas de plan immédiat. Les larmes que j'avais retenues ont finalement jailli. J'ai sangloté dans ma voiture, entouré de boîtes emballées à la hâte contenant les fragments de ma vie. Le poids écrasant du rejet, combiné à la terreur pratique d'un sans-abrisme soudain, m'a submergé. Quand j'ai pu à nouveau respirer, j'ai parcouru mes contacts, essayant de décider qui je pouvais appeler. Qui comprendrait? Qui ne me jugerait pas d'avoir 26 ans et d'être mise à la porte de chez mes parents? J'ai appelé Jasmine, ma meilleure amie depuis l'université. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix enjouée avec le bruit de fond de son appartement. Élise, quoi de neuf? Tu n'appelles jamais si tard. Ai-je réussi à dire, ma voix se brisant. J'ai besoin d'aide. Le bruit de fond s'est instantanément calmé. Que s'est-il passé? Ça va? À travers des mots hésitants et de nouvelles larmes, j'ai expliqué les événements de la soirée. Jasmine a écouté sans m'interrompre, murmurant occasionnellement des mots de soutien. Viens chez moi, a-t-elle dit immédiatement quand j'ai terminé. Tout de suite. Mon canapé est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Tu es sûr, ai-je demandé, détestant le son faible de ma voix. Je ne sais pas combien de temps je devrais rester. Absolument sûr. Je t'envoie mon adresse par texto maintenant. Conduis prudemment, d'accord? Jasmine vivait dans un appartement d'une chambre en ville, à environ 20 minutes de là où j'étais garé. Quand je suis arrivé, elle attendait dehors, enveloppée dans un peignoir malgré la fraîcheur de la nuit. Elle m'a aidé à transporter l'essentiel à l'intérieur, insistant sur le fait que le reste pouvait rester dans ma voiture pour la nuit. Son appartement était petit mais accueillant, décoré dans le style bohème qu'elle avait toujours aimé. Des meubles dépareillés, des textiles colorés, des plantes dans tous les coins. Elle avait déjà préparé le canapé avec des draps, un oreiller et une couverture moelleuse. J'ai fait du thé, dit-elle en me guidant pour m'asseoir. Et j'ai commandé une pizza. Nourriture réconfortante d'urgence. La simple gentillesse a de nouveau brisé quelque chose en moi. Je n'arrive pas à croire que ça arrive, ai-je murmuré. Mes propres parents, ils m'ont traité d'ordure sans valeur, Jasmine s'est assise à côté de moi, son bras autour de mes épaules. Ils ont tort, Élise. Tellement tort. Tu le sais, n'est-ce pas? Le savais-je? À ce moment-là, je n'en étais pas sûr. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que je me faisais des illusions sur ma carrière de designer. Peut-être que j'aurais dû accepter ce poste en entreprise et abandonner mes rêves. Et s'ils avaient raison, ai-je exprimé ma peur à voix haute? Et si je gâchais ma vie pour quelque chose qui ne marchera jamais? Non, a dit Jasmine fermement. On n'envisage même pas cette pensée. J'ai vu ton travail. J'ai vu à quel point tu te démènes. Tes parents ne comprennent pas les carrières créatives, c'est tout. Nous sommes restés debout tard, mangeant de la pizza et discutant des options. Jasmine m'a aidé à faire une liste des besoins immédiats, récupérer les documents importants de chez mes parents, trouver un logement abordable, ajuster mon plan d'affaires pour tenir compte des nouvelles dépenses, maintenir mes engagements professionnels malgré le chaos personnel. Cette première nuit sur le canapé de Jasmine a été la plus longue de ma vie. Le sommeil venait par courtes rafales, interrompu par des vagues de chagrin, de colère et d'anxiété.
Chaque fois que je me réveillais, la réalité me frappait à nouveau, j'avais été rejeté par les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Le lendemain matin a apporté des défis pratiques. J'avais besoin de mon acte de naissance, de ma carte de sécurité sociale et de mon passeport de chez mes parents. L'idée de leur faire face à nouveau me rendait physiquement malade, mais ces documents étaient essentiels. J'irai avec toi, a proposé Jasmine, mais j'ai secoué la tête. Je dois le faire moi-même. Donner le ton pour la suite. J'ai d'abord appelé, soulagé que ce soit mon père qui réponde et non ma mère. J'ai besoin de récupérer mes documents importants, dis-je en sautant les salutations. Je serai là à midi. S'il te plaît, prépare-les. Sa voix semblait fatiguée, au moins. Peut-être devrions-nous parler d'eux. Pas aujourd'hui, l'ai-je coupé. Juste les documents, s'il te plaît. Quand je suis arrivé, mon père attendait avec une enveloppe. Ma mère n'était nulle part en vue, ce qui était un soulagement. Il a essayé d'engager la conversation, son ton conciliant, mais pas apologétique. Ta mère était contrariée. Nous l'étions tous les deux. Les choses ont dérapé. J'ai pris l'enveloppe, vérifiant que tout était à l'intérieur. Les choses n'ont pas dérapé, papa. Vous m'avez tous les deux montré exactement ce que vous pensiez de moi et de mes choix. Message reçu. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse voir les larmes qui menaçaient à nouveau. Cette brève interaction a confirmé ce que je savais déjà. Ils n'étaient pas désolés de ce qu'ils avaient dit, seulement que je l'avais pris assez au sérieux pour partir. De retour chez Jasmine, j'ai fait face à mon prochain défi, maintenir un calme professionnel malgré les troubles personnels. J'avais une réunion avec un client le lendemain pour le projet de restaurant, et je ne pouvais pas me permettre de paraître distraite ou non préparée. J'ai créé un espace de travail improvisé sur la table à manger de Jasmine, étalant mes matériaux et me forçant à me concentrer sur les concepts de design plutôt que sur le rejet personnel. Le travail avait toujours été mon refuge, ma passion, et maintenant il devenait ma bouée de sauvetage. Jasmine m'a regardé avec inquiétude. Devrais-tu peut-être reporter, prendre quelques jours pour t'installer? J'ai secoué la tête, ajoutant des notes à mon tableau de concept. Je ne peux pas. Ce projet est trop important. De plus, le travail est la seule chose qui a du sens en ce moment. Ce soir-là, alors que j'organisais ma garde-robe limitée dans le coin que Jasmine avait libéré pour moi, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas pensant que c'était peut-être un client potentiel, j'ai répondu professionnellement. Élise à l'appareil. Élise? Une voix familière. C'est le professeur Winters. Linda Winters avait été ma professeure préférée à l'école de design, une mentor qui avait encouragé mon talent quand d'autres le remettaient en question. Professeur, comment avez-vous eu mon numéro? Jasmine m'a contacté. Elle s'inquiète pour vous. J'ai lancé un regard à Jasmine, qui s'est soudainement montrée très intéressée par l'arrosage de ses plantes. Je vais bien, ai-je dit automatiquement. Juste une situation de logement temporaire. Elle m'a raconté ce qui s'est passé avec vos parents, a poursuivi le professeur Winters. Je suis vraiment désolé, Élise. Mais j'ai peut-être une solution, du moins pour votre situation professionnelle. J'ai un petit studio en ville que je n'utilise pas beaucoup ces jours-ci. Vous êtes la bienvenue pour partager l'espace pour vos réunions avec les clients et votre travail. L'offre de soutien inattendu m'a noué la gorge. Je ne pourrais pas m'imposer. Ce n'est pas une imposition. C'est une courtoisie professionnelle. De plus, j'ai suivi votre travail sur les réseaux sociaux. Vous faites exactement ce que j'ai toujours su que vous pouviez faire. Je serais honoré de soutenir votre parcours. À la fin du deuxième jour de ma nouvelle réalité de sans-abri, j'avais connu à la fois le rejet le plus profond et le soutien le plus surprenant. J'avais perdu ma famille mais j'avais découvert un réseau de personnes qui croyaient en moi. J'avais été traité d'ordure sans valeur par la femme qui m'avait élevé, mais on m'avait également offert le respect professionnel de quelqu'un dont l'opinion m'importait profondément. Alors que je m'allongeais sur le canapé de Jasmine cette deuxième nuit, épuisé mais un peu moins brisé, je n'avais aucune idée que le lendemain apporterait le développement le plus surprenant. Pourtant, mes parents auraient besoin de moi bien plus que je n'aurais besoin d'eux. Je me suis réveillé le troisième jour de ma nouvelle réalité avec un sentiment de détermination que je ne m'attendais pas à trouver si tôt. C'était peut-être l'instinct de survie qui prenait le dessus, ou peut-être la rancune qui me donnait de l'énergie, mais j'en avais assez de me morfondre. Si mes parents pensaient que j'étais une ordure sans valeur,
j'allais leur prouver le contraire de manière spectaculaire. Jasmine était déjà partie pour son travail dans une agence de marketing locale, me laissant un mot avec une clé de rechange et un encouragement à « faire comme chez toi ». J'ai pris une douche et je me suis habillé dans ma tenue la plus professionnelle, déterminé à affronter la journée avec dignité malgré mes circonstances. Ma première priorité était de trouver mon propre logement. Bien que la générosité de Jasmine soit réconfortante, son appartement d'une chambre n'était pas conçu pour une colocataire à long terme. J'avais besoin de mon propre espace, non seulement pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. Comment pouvais-je me dire architecte d'intérieur si je n'avais même pas mes propres intérieurs à concevoir? J'ai passé la matinée à rechercher des appartements abordables dans la région tout en me préparant pour ma réunion de l'après-midi avec le client du restaurant. Le marché du logement était brutal. Tout ce qui était dans mon budget se trouvait soit dans des quartiers dangereux, soit avec des listes d'attente de plusieurs mois. Alors que j'étais sur le point de faire une pause dans cette recherche décourageante, j'ai reçu un texto du professeur Winters. Le studio est prêt quand tu en auras besoin. Passe à n'importe quel moment aujourd'hui pour prendre la clé. De plus, mon ami, propriétaire de l'immeuble, a mentionné qu'il pourrait y avoir un petit appartement qui se libère au-dessus du café d'Aix-en-Grave-Côté. Ça vaut le coup de demander. C'était trop beau pour être vrai. Un espace de travail potentiel et une piste d'appartement dans le même message. J'ai rapidement texté ma gratitude et promis de passer avant ma réunion client. Le studio du professeur Winters se trouvait dans un bâtiment industriel reconverti du centre-ville, du genre avec des murs en briques apparentes et d'immenses fenêtres. Elle m'a accueilli avec une chaleureuse étreinte et m'a fait visiter l'espace qu'elle était prête à partager. C'était parfait, professionnel, artistique et infiniment mieux que la table à manger de Jasmine pour les réunions avec les clients. L'appartement dont Ami a parlé est juste à côté, dit-elle en me tendant une clé du studio. Petit mais charmant. Le locataire précédent est parti subitement et elle commence juste à chercher quelqu'un de nouveau. J'ai mentionné ta situation et elle est prête à te rencontrer aujourd'hui si ça t'intéresse. L'appartement était en effet petit, un studio avec une minuscule cuisine, une salle de bain et un espace de vie principal avec des fenêtres donnant sur la rue en contrebas. Le locataire précédent l'avait laissé en assez bon état, et le café en dessous remplissait l'espace d'un arôme agréable. Ami, une femme d'une cinquantaine d'années à l'attitude pragmatique et aux yeux bienveillants, m'a jaugé alors que nous visitions l'espace. Linda parle très bien de vous, dit-elle. Elle dit que vous êtes une designer talentueuse avec une entreprise en pleine croissance. Je le suis, ai-je confirmé en redressant les épaules. Je viens de signer un contrat pour un projet de restaurant commercial. Elle a hoché la tête avec approbation. Le processus de demande de location nécessite généralement une preuve de revenu, un historique de location, une vérification de crédit, toutes ces formalités. Mon cœur s'est serré. Mes revenus étaient encore irréguliers et mon historique de location consistait uniquement à vivre chez mes parents. Mais Ami a continué, notant mon expression. J'ai constaté que les références de personnes en qui j'ai confiance m'en disent souvent plus sur un locataire que la paperasse. Linda se porte garante pour vous, et cela a du poids pour moi. Cet après-midi-là, j'avais obtenu à la fois un espace de travail professionnel et un minuscule mais privé appartement. Le loyer était à la limite de mon budget et je devrais être stratégique avec les dépenses, mais c'était le mien. Pas de parents à qui rendre des comptes, pas de règles sauf les miennes. Je suis arrivé à ma réunion client pour le projet de restaurant avec un sentiment de confiance renouvelé. Tandis que ma vie personnelle avait implosé, mes capacités professionnelles étaient restées intactes. En fait, l'urgence de ma nouvelle situation financière a aiguisé ma concentration et ma détermination. La réunion s'est mieux déroulée que je n'aurais pu l'espérer. Les propriétaires du restaurant ont adoré mes concepts initiaux et étaient enthousiastes quant à la direction. Nous avons programmé des réunions de suivi et des visites de chantier. Je suis parti avec le premier chèque d'acompte en main, une affirmation tangible que ma carrière était réelle, quoi que mes parents puissent en penser. Ce soir-là, j'ai commencé le processus de déménagement de mes quelques affaires de l'appartement de Jasmine à mon nouvel appartement studio au-dessus du café. L'espace était rudimentaire, avec juste l'essentiel, un lit, une petite table à manger avec 2 chaises, des appareils de cuisine de base et une salle de bain avec une douche qui coulait soit trop chaude, soit trop froide. Mais alors que je plaçais mes livres de design sur l'étagère vide, que j'accrochais mes vêtements dans le minuscule placard et que j'arrangeais mon ordinateur portable sur la table, quelque chose de transformateur s'est produit. Cet humble espace, déficient à bien des égards, me semblait plus être un foyer que la maison de mes parents ne l'avait été depuis des années.
Il n'y avait pas de commentaires critiques, pas de regards méprisants, pas de rappel constant de la façon dont j'échouais à répondre aux attentes. Pour la première fois depuis des jours, j'ai pris une profonde inspiration qui ne semblait pas pousser contre un poids dans ma poitrine. J'ai commandé à emporter dans mon restaurant thaïlandais préféré, une petite célébration de ma première nuit de véritable indépendance. En mangeant mon pad thaï par terre, car je n'avais pas encore de canapé, je me suis permis de vraiment traiter ce qui s'était passé. Mes parents m'avaient traité d'inutile, m'avaient mise à la porte, avaient confirmé toutes les insécurités que j'avais eues sur mes choix. La douleur de cela était réelle et vive. Mais en seulement 3 jours, j'avais, 1. Trouvé un abri temporaire grâce à la générosité d'une amie, 2. Obtenu un espace de travail professionnel grâce au soutien d'un mentor, 3. Obtenu mon propre appartement malgré un historique de location limité, 4. Maintenu avec succès mes engagements professionnels, 5. Reçu des commentaires positifs de clients et un chèque d'acompte de projet. Peut-être que je n'étais pas une ordure, après tout. Peut-être que j'étais exactement ce que j'avais toujours cru être, une designer déterminée et talentueuse au début d'une carrière prometteuse. J'ai créé un plan systématique cette nuit-là, assise en tailleur sur le sol de mon nouvel appartement. Des objectifs financiers, des objectifs commerciaux, des limites personnelles. Une feuille de route pour la survie et le succès sans le filet de sécurité du soutien familial. Je me suis endormi cette nuit-là sur un matelas nu avec juste des draps et une couverture, dans un appartement aux murs vides et au mobilier minimal, me sentant étrangement paisible. Demain apporterait de nouveaux défis, mais j'avais déjà affronté le pire et survécu. Quoi qu'il arrive ensuite, je m'en sortirai. Ce que je n'aurais pas pu savoir en m'endormant, c'est que la suite arriverait plus tôt que prévu, sous la forme d'un appel téléphonique désespéré qui me forcerait à affronter à nouveau mes parents, mais depuis une position de pouvoir inattendue. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin au doux bourdonnement du café qui ouvrait en dessous de mon appartement. L'arôme des grains fraîchement moulus montait à travers le plancher, créant un réveil étonnamment agréable. Un instant, j'ai tout oublié, m'étirant avec contentement dans mon nouvel espace. Puis la réalité est revenue en force, mais avec elle, un sentiment surprenant de possibilité. Ce minuscule appartement représentait quelque chose de profond, la liberté. La liberté de prendre mes propres décisions, de décorer comme je l'entends, de réussir ou d'échouer selon mes propres termes. J'ai pris une note mentale de m'arrêter dans une friperie après le travail pour trouver quelques articles de décoration de base. Si j'allais être une architecte d'intérieur, mon propre espace devait refléter mon esthétique, même avec un budget serré. Je me suis habillé avec soin, dans une tenue professionnelle mais créative, parfaite pour la visite de chantier au restaurant prévue ce matin-là. Alors que je rassemblais mes affaires, mon téléphone a vibré. Je m'attendais à ce que ce soit Jasmine qui prenne de mes nouvelles, ou peut-être le propriétaire du restaurant confirmant notre réunion. Au lieu de cela, le nom de mon père est apparu sur l'écran. Mon estomac s'est noué. Une partie de moi voulait l'ignorer, maintenir la rupture nette. Mais une autre partie, le côté pratique, savait que j'avais encore des choses à régler. Peut-être appelait-il pour du courrier ou des affaires restantes. Allô, ai-je répondu, ma voix neutre. Élise, la voix de mon père semblait étrange. Son ton habituellement confiant était remplacé par quelque chose de tendu et d'incertain. Nous devons te parler. C'est important. Je pense que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire il y a 2 jours, ai-je répondu, surprise de la stabilité de ma voix. S'il te plaît, Élise. Il y avait une note inhabituelle dans sa voix. Était-ce du désespoir? Il y a eu un développement. Une situation à la maison. Quel genre de situation, ai-je demandé, la curiosité l'emportant sur ma résolution de maintenir la distance. Il a hésité. C'est compliqué. Des questions financières. Ta mère, elle ne le gère pas bien. Pourrais-tu passer à la maison ce soir? Vers 6 heures? L'audace était presque impressionnante. Après m'avoir traité d'inutile et m'avoir mise à la porte, il voulait des conseils financiers. J'ai des réunions avec des clients toute la journée, dis-je, honnêtement. Et je suis en train d'aménager mon nouvel appartement. Tu as déjà trouvé un endroit? Il avait l'air surpris, comme s'il s'attendait à ce que je dorme dans ma voiture ou que je supplie de rentrer à la maison. Oui, papa. J'ai trouvé un endroit, j'ai récupéré mes documents importants, j'ai maintenu mes relations avec les clients et j'ai fait tourner mon entreprise, tout en digérant le fait d'avoir été traité d'ordure sans valeur par ma propre mère. Il est resté silencieux un moment. Nous avons dit des choses que nous ne pensions pas, Élise.
C'était une situation émotive. Non, les jeux corrigés, une nouvelle confiance dans ma voix. Vous avez dit exactement ce que vous pensiez tous les deux depuis des années. Vous l'avez juste enfin mis en mots. S'il te plaît, a-t-il répété. Juste une conversation. Ensuite, si tu veux garder tes distances, nous le respecterons. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait refuser par principe, mais une autre partie était curieuse. Quelle situation financière pouvait être si urgente? Et voulais-je vraiment couper complètement les ponts? Je peux passer vers 7 heures, ai-je concédé. Pour 30 minutes. C'est tout ce que je peux accorder. Merci, Élise. Nous apprécions. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis assise sur mon lit, traitant cette étrange interaction. Mon père, qui avait toujours projeté une confiance inébranlable en matière financière, semblait ébranlé. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer en seulement 2 jours? J'ai mis les questions de côté et je me suis concentré sur ma journée de travail. La visite de chantier au restaurant s'est exceptionnellement bien déroulée. Debout dans l'espace vide qui porterait bientôt mon empreinte créative, je me suis senti empli de fierté professionnelle. Les propriétaires faisaient confiance à ma vision, appréciaient mon expertise et me traitaient avec le respect que mes parents m'avaient toujours refusé. Après la visite de chantier, j'ai rencontré le professeur Winters dans notre espace de studio partagé pour discuter de mes concepts de design. Avoir un mentor avec qui échanger des idées était inestimable, surtout maintenant. Comment t'installes-tu dans l'appartement, a-t-elle demandé, alors que nous examinions des échantillons de matériaux. C'est parfait pour l'instant, ai-je répondu honnêtement. Petit mais fonctionnel. Et l'emplacement à côté de notre espace de studio est idéal. Elle m'a étudié avec le regard perspicace qui avait toujours fait en sorte que les étudiants se sentent à la fois vus et mis au défi. Et émotionnellement? Comment gères-tu tout ça? J'ai envisagé de dévier avec un « je vais bien » standard, mais le professeur Winters méritait l'honnêteté. C'est compliqué, ai-je admis. Mon père a appelé ce matin. Apparemment, il y a une sorte de situation financière dont ils ont besoin de discuter avec moi. Ses sourcils se sont haussés. Après ce qu'ils t'ont dit, il faut un certain culot. Je sais. Mais j'ai accepté de passer brièvement ce soir. Je suis curieuse de savoir ce qui pourrait être si urgent. Elle a hoché la tête pensivement. Souviens-toi juste, Élise, que tu négocies maintenant depuis une position de force. Tu as prouvé que tu pouvais te débrouiller seule. Cela change la dynamique. Ces paroles m'ont accompagné tout l'après-midi alors que je me préparais pour cette réunion de famille inattendue. Elle avait raison. Il y a 3 jours, j'étais leur dépendante, vivant sous leur toit. Maintenant, j'étais une adulte indépendante avec ma propre maison, construisant une carrière selon mes propres termes. Quelle que soit l'issue de cette conversation, je l'aborderai depuis cette nouvelle position d'autonomie. À 18h45 ce soir-là, je me suis garé devant la maison de mes parents. La familière maison coloniale de 2 étages avait exactement la même apparence que lorsque je l'avais quittée en larmes quelques jours auparavant. Mais j'étais différente. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé les épaules et j'ai marché vers la porte d'entrée à pas mesurés. J'ai sonné à la porte au lieu d'utiliser ma clé, un geste petit mais significatif annonçant mon nouveau statut de visiteuse plutôt que de résidente. Mon père a ouvert la porte, l'air hagard d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Sa chemise habituellement impeccable était froissée et une barbe de quelques jours ombrait son visage habituellement rasé de près. « Élise, merci d'être venue, dit-il en reculant pour me laisser entrer. La maison sentait la même chose, ce mélange familier de la bougie préférée de ma mère et du nettoyant au citron qu'elle insistait à utiliser. Tout semblait inchangé, mais tout me semblait étranger, comme si je visitais un endroit que je n'avais vu qu'en photo. Ma mère était assise à la table de la cuisine et je l'ai à peine reconnue. Toujours méticuleusement apprêtée, elle avait maintenant l'air débraillée et petite. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, pendaient mollement autour de son visage. Ses yeux étaient cerclés de rouge, preuve de larmes récentes. Elle a levé les yeux quand je suis entré dans la cuisine, son expression un mélange complexe d'émotions, honte, désespoir, et quelque chose qui aurait pu être du regret. « Élise, dit-elle, sa voix manquant de sa netteté habituelle. Tu es venue. J'ai dit que je le ferais, ai-je répondu de manière neutre, restant debout plutôt que de m'asseoir. Papa a mentionné une situation financière. Mes parents ont échangé un regard qui contenait des volumes de communication non verbale. Mon père s'est raclé la gorge.
J'ai perdu mon travail, Élise. Hier matin. Après 25 ans dans l'entreprise. La nouvelle était sincèrement choquante. Le poste de mon père avait toujours semblé inébranlable, une pierre angulaire de l'identité de notre famille. Que s'est-il passé, ai-je demandé, mon attitude professionnelle momentanément remplacée par une préoccupation sincère. Restructuration d'entreprise, dit-il amèrement. Ils externalisent tout le service financier. On m'a convoqué, on m'a remis une indemnité de départ et on m'a escorté dehors par la sécurité comme un vulgaire criminel. Ma mère a émis un petit son, quelque part entre un sanglot et un soupir. Nous étions déjà en difficulté avant ça, a-t-elle admis sans croiser mon regard. L'hypothèque, les dettes de carte de crédit. Nous luttons depuis des mois. Ces révélations m'ont stupéfaite un instant. Mes parents, qui m'avaient fait la leçon sans fin sur la responsabilité financière, étaient endettés. Les mêmes personnes qui avaient critiqué mes décisions commerciales faisaient face à une ruine financière potentielle. L'indemnité de départ n'est pas suffisante, a poursuivi mon père. Nous avons peut-être 3 mois de paiements hypothécaires avant. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. L'implication était claire, il pourrait perdre la maison. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé, bien que je soupçonne la réponse. Ma mère a finalement levé les yeux, croisant directement les miens. Nous avons besoin d'aide, Élise. Ton père a besoin de contacts professionnels. Tu connais des gens grâce à ton entreprise de design. Des propriétaires de restaurants, des entrepreneurs, des pistes potentielles. L'ironie était presque trop parfaite. Les parents qui avaient rejeté ma carrière comme un passe-temps espéraient maintenant que cette même carrière pourrait les sauver. Et, a ajouté mon père avec hésitation, nous pensions que peut-être tu pourrais envisager de revenir vivre ici. Mettre nos ressources en commun pendant que nous réglons tout ça. Ton loyer pourrait t'aider avec l'hypothèque. La voilà. La vraie demande. Pas seulement des contacts professionnels, mais un retour dans le foyer même qui m'avait expulsé. Un renversement de rôle où je serais la contributrice et eux, les bénéficiaires. J'ai regardé ces deux personnes qui m'avaient élevé, qui m'avaient façonné par l'éducation et la négligence, qui m'avaient mise à la porte et me demandaient maintenant de revenir. Dans leur visage, j'ai vu une peur et un désespoir sincères. Mais j'ai aussi vu quelque chose de nouveau, le respect. Non pas donné librement, mais gagné par ma rapide reprise après leur rejet. Cette prise de conscience m'a rempli d'une émotion inattendue. Pas de la satisfaction ou de la justification, mais une triste clarté. Ils me voyaient clairement pour la première fois, non pas parce que leur perception avait évolué, mais parce que leurs besoins avaient rendu ma valeur visible. J'ai mon propre logement maintenant, dis-je doucement. Je ne reviendrai pas. Ils ont tous les deux semblé se dégonfler légèrement. Mais, ai-je continué, je peux aider d'autres manières. J'ai des contacts dans diverses industries. Je peux faire des présentations. Et je comprends les difficultés financières mieux que vous ne le pensez. La conversation qui a suivi ne ressemblait à aucune que nous ayons jamais eue. Pour la première fois peut-être, mes parents m'ont écouté comme une égale. J'ai exposé des opportunités d'emploi potentielles, suggéré des options de restructuration financière et proposé d'examiner leur budget d'un œil neuf. Alors que la discussion touchait à sa fin, ma mère a dit ce qui aurait pu être la chose la plus proche d'une excuse dont elle était capable. Nous ne comprenions pas ton travail, Élise. Nous ne voyions pas ce que tu construisais. Ce n'était pas, je suis désolé de t'avoir traité d'ordure sans valeur. Ce n'était pas une reconnaissance complète de la douleur qu'ils avaient causée. Mais c'était quelque chose. Une fissure dans la façade de l'infaillibilité parentale. Un petit aveu de jugement erroné. Alors que je me préparais à partir, debout une fois de plus sur leur porche, mon père a posé la question qui avait probablement été dans leur esprit à tous les deux. Est-ce que tu t'en sortiras dans ton nouvel endroit? J'ai souri, une expression sincère qui reflétait ma confiance croissante. Je m'en sors déjà, papa. Mieux que bien. Je construis la vie que j'ai toujours voulu. Je suis retourné à ma voiture, sentant le poids de leur regard sur mon dos. La fille qu'ils avaient rejetée était maintenant une bouée de sauvetage dont ils avaient désespérément besoin. La dynamique avait irrévocablement changé, et nous le savions tous. Les semaines suivantes ont apporté une nouvelle dynamique étrange à ma relation avec mes parents. J'avais accepté de les aider à traverser leur crise financière, mais strictement selon mes conditions. Nous nous rencontrions dans des lieux neutres comme des cafés ou mon espace de studio,
jamais chez eux ni dans mon nouvel appartement. Je partageais des contacts professionnels et des conseils, mais je maintenais des limites claires autour de mon temps et de mon investissement émotionnel. Notre première réunion programmée a eu lieu dans un café du centre-ville, à mi-chemin entre mon appartement et leur maison. Je suis arrivé en avance, installant mon ordinateur portable et mes feuilles de calcul, avec la même approche professionnelle que j'utiliserais avec n'importe quel client. Quand ils sont entrés, j'ai remarqué qu'ils avaient fait des efforts sur leur apparence, comme pour tenter de retrouver leur ancienne dignité. J'ai créé une feuille de calcul d'évaluation financière, ai-je commencé après de brèves salutations, en faisant glisser une copie imprimée sur la table. Nous devons comprendre exactement où vous en êtes avant de faire des plans. Mon père a regardé le document détaillé avec un mélange de surprise et d'admiration réticente. C'est assez approfondi. La planification financière fait partie de mon travail, ai-je expliqué. La budgétisation pour des projets de design requiert les mêmes compétences. Cette déclaration flottait dans l'air, un rappel silencieux de la façon dont ils avaient méprisé mes capacités professionnelles. À leur crédit, aucun des deux n'a contesté ce point. Les chiffres racontaient une histoire sobre, des années à vivre légèrement au-dessus de leurs moyens. Des cartes de crédit utilisées pour maintenir les apparences. Une ligne de crédit sur valeur domiciliaire qui avait semblé censée pendant le boom immobilier, mais qui représentait maintenant un fardeau important. Tout cela, combiné à la perte soudaine d'emploi de mon père, avait créé une parfaite tempête financière. Vous avez 3 options, dis-je après avoir tout examiné. Réduire considérablement les dépenses et essayer de garder la maison, vendre la maison volontairement et déménager dans plus petit, ou risquer la saisie tout en cherchant un nouvel emploi. Le visage de ma mère a pâli au mot « saisie ». Pour elle, la maison représentait plus qu'un abri. C'était la preuve physique de leur statut social, la manifestation tangible de leur succès perçu. Nous ne pouvons pas perdre la maison, dit-elle fermement. C'est notre foyer. Je l'ai regardé directement. Un foyer n'est qu'un endroit où l'on vit, maman. Je l'ai appris récemment. Parfois, recommencer dans un nouvel espace peut être libérateur. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, reconnaissant peut-être la référence à mon propre récent déplacement. À ma grande surprise, une lueur de honte a traversé son visage. Au cours de ces réunions professionnelles, j'ai maintenu mon calme tout en les aidant à explorer les options. J'ai mis mon père en contact avec le mari d'une collègue qui travaillait dans une société financière qui recrutait. J'ai présenté ma mère à un ami agent immobilier qui pouvait leur donner une évaluation honnête de la valeur de leur maison sur le marché actuel. J'ai partagé des techniques de budgétisation que j'avais développées pour ma propre vie nouvellement indépendante. Ce que je n'ai pas fourni, c'est un réconfort émotionnel ou un retour à notre ancienne dynamique parent-enfant. Quand ma mère a fait des commentaires passifs-agressifs sur mon nouvel appartement, si petit comparé à ta chambre à la maison, j'ai simplement redirigé la conversation vers des questions financières pertinentes. Quand mon père a laissé entendre que les choses seraient plus faciles si je revenais vivre temporairement, j'ai poliment mais fermement refusé. La distance professionnelle que je maintenais n'était pas punitive. Elle était protectrice. La blessure d'avoir été traité d'ordure sans valeur était encore fraîche, le souvenir d'avoir été mis à la porte encore vif. Je les aidais parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce que j'avais oublié. Pendant ce temps, ma propre vie et ma carrière s'épanouissaient de manière inattendue. Le projet de design du restaurant progressait à merveille, les propriétaires étant si satisfaits de mon travail initial qu'ils ont augmenté la portée. Le professeur Winters m'a présenté à plusieurs de ses contacts de l'industrie, élargissant considérablement mon réseau professionnel. Mon minuscule appartement au-dessus du café se transformait progressivement en un espace élégant et fonctionnel qui reflétait ma philosophie du design, rendre la beauté accessible. Un soir, environ un mois après avoir été mise à la porte, j'ai reçu un texto inattendu de mon père. J'ai eu le poste chez Madison Financial. Je commence lundi. Merci pour la mise en relation. C'était le premier développement sans ambiguïté positive dans leur situation. J'ai répondu par un simple « Félicitations », sincèrement heureuse qu'il ait trouvé un emploi. Son salaire serait inférieur à son poste précédent, mais c'était un début vers la stabilité. La même semaine, j'ai embauché ma première assistante, une étudiante en design du community college local qui avait besoin d'heures de stage. Avoir quelqu'un pour gérer les tâches administratives m'a permis de me concentrer davantage sur le travail créatif et les relations avec les clients, accélérant la croissance de mon entreprise. Le contraste entre ma trajectoire professionnelle ascendante et les difficultés financières de mes parents n'a échappé à personne.
Lors de notre session hebdomadaire de planification financière, ma mère a fait une observation qui a révélé un changement significatif dans sa perspective. Tu réussis très bien, Élise, dit-elle en étudiant mes derniers échantillons de portfolio que j'avais apportés pour montrer à un client potentiel après notre réunion. Ton travail est. C'est magnifique. Je ne l'avais jamais vraiment regardé avant. Venant d'elle, c'était un éloge extraordinaire. Je l'ai accepté d'un signe de tête, pas tout à fait prête à embrasser la chaleur qu'il offrait. Les propriétaires du restaurant sont satisfaits, dis-je simplement. Ils m'ont déjà recommandé à 2 autres entreprises. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons discuté de l'évaluation de l'agent immobilier, dit-il en changeant de sujet. Elle suggère que nous pourrions obtenir un bon prix si nous mettons en vente maintenant, avant que toute possibilité de procédure de saisie n'affecte la valeur. C'est sage, ai-je convenu. Un endroit plus petit serait plus gérable avec votre nouveau salaire. C'est difficile d'imaginer partir, a admis ma mère, la vulnérabilité transparaissant à travers sa façade habituellement contrôlée. Nous t'avons ramené à cette maison. Tous tes souvenirs d'enfance sont là. J'ai réfléchi à ma réponse. Les souvenirs ne vivent pas dans les bâtiments, maman. Ils vivent en nous. Mes souvenirs les plus forts ne concernent pas la maison de toute façon. Ils concernent ce que je ressentais à l'intérieur. L'implication flottait dans l'air, non dite mais comprise. Beaucoup de ces sentiments n'avaient pas été positifs, surtout ces dernières années. Un moment de silence inconfortable est passé avant que mon père ne reprenne la parole. Nous avons pris rendez-vous avec un conseiller financier que tu nous as recommandé pour nous aider à planifier le déménagement et à reconstruire nos économies. Bien, dis-je en rassemblant mes affaires alors que notre temps de réunion touchait à sa fin. C'est un pas positif. Alors que je me levais pour partir, ma mère a tendu la main, hésitant avant de me toucher légèrement le bras. Élise, dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude, ce que tu as fait pour nous après ce que nous t'avons dit. Merci. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais dans le vocabulaire émotionnel de ma mère, c'était significatif. J'ai hoché la tête, reconnaissant ces mots sans les accepter pleinement comme adéquats. La famille, c'est compliqué, dis-je simplement. Je vous verrai la semaine prochaine pour examiner les recommandations du conseiller. En rentrant à mon appartement, j'ai réfléchi à l'étrange renversement de nos positions. Ils m'avaient traité d'irresponsable, et pourtant j'étais maintenant en train de les aider à restructurer leurs finances. Ils avaient rejeté ma carrière, et pourtant elle assurait ma stabilité alors qu'ils étaient en difficulté. Ils m'avaient traité d'ordure sans valeur, et pourtant j'avais prouvé ma valeur non seulement à eux, mais plus important encore, à moi-même. Cette prise de conscience n'a apporté ni amertume ni suffisance, mais un profond sentiment de connaissance de soi. Je n'avais jamais eu besoin de leur validation pour être digne. J'avais toujours été assez, exactement comme j'étais, poursuivant ma passion avec dévouement et compétence. Leur approbation ou désapprobation n'avait aucun rapport avec ma valeur intrinsèque. Cette vérité, née de la douleur mais nourrie par l'indépendance, était peut-être le cadeau le plus inattendu d'avoir été mise à la porte. En perdant ce que je pensais avoir besoin, j'avais trouvé ce dont j'avais vraiment besoin, la croyance en moi-même, indépendamment de l'évaluation de quiconque. 6 mois après avoir été mise à la porte de la maison de mes parents, je me tenais dans mon espace de studio, examinant les photographies finales du projet de restaurant terminé. La transformation était stupéfiante, même pour mon œil critique. Un éclairage chaleureux illuminait un mobilier conçu sur mesure, tandis qu'une planification spatiale stratégique avait maximisé à la fois la capacité d'accueil et le confort. Les propriétaires du restaurant étaient ravis, d'autant plus que l'activité avait augmenté de 30% depuis la nouvelle conception. En étudiant les photos, me préparant à les ajouter à mon portfolio, un sentiment de satisfaction m'a envahi. Ce projet, qui avait indirectement déclenché la rupture douloureuse avec mes parents, était finalement devenu la pierre angulaire de ma réputation professionnelle grandissante. Parfois, l'univers fonctionne de manière étrangement symétrique. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jasmine. Déjeuner aujourd'hui? Je veux tout savoir sur le nouveau client commercial. La vie s'était installée dans un rythme que j'aurais à peine pu imaginer cette nuit-là, en larmes, sur le parking de l'épicerie. Mon minuscule appartement avait été transformé par mes compétences en design en une vitrine de style abordable, récemment présentée dans un magazine de style de vie local. Mon entreprise était passée de contrats indépendants à des relations clients établies, avec une liste d'attente qui me permettait d'être sélectif sur les projets.
J'avais même embauché une assistante à temps partiel qui venait de terminer ses études de design, transmettant le mentorat que le professeur Winters m'avait montré. Ma relation avec mes parents avait également évolué, bien que de manière moins prévisible. Ils avaient vendu leur maison, déménageant dans une copropriété plus proche du nouvel emploi de mon père. Le conseil financier que je leur avais recommandé les avait aidés à créer un budget durable, bien que leur ajustement de style de vie soit resté difficile, surtout pour ma mère. Nous avons maintenu le contact, nous rencontrant mensuellement pour dîner en territoire neutre. Nos conversations restaient quelque peu superficielles, naviguant prudemment autour des mines émotionnelles de notre histoire commune. Ils ne se sont jamais excusés directement de m'avoir traité d'ordure sans valeur ou de m'avoir mise à la porte, et je ne leur ai jamais explicitement pardonné. Au lieu de cela, nous avons établi une détente tacite, une relation basée sur les interactions présentes plutôt que sur la réconciliation passée. Certains pourraient voir cela comme une guérison incomplète, mais j'en suis venu à le voir différemment. La vraie guérison ne nécessite pas toujours une reconnaissance verbale des torts passés. Parfois, elle se manifeste par un changement de comportement et des limites nouvellement établies, dans la reconnaissance silencieuse que les relations peuvent être à la fois limitées et précieuses. Ma mère avait cessé de critiquer mes choix de carrière, posant occasionnellement de vraies questions sur mes projets. Mon père avait pris l'habitude de m'envoyer des articles sur des architectes d'intérieur à succès, un geste petit mais significatif de respect pour ma profession. Ce n'étaient pas de grands moments de réconciliation, mais de minuscules indicateurs d'évolution. Pour ma part, j'avais appris qu'en les aidant à traverser leur crise financière, je n'avais pas besoin de renoncer à mon autonomie émotionnelle. Je pouvais offrir un soutien pratique tout en maintenant la distance saine nécessaire à mon propre bien-être. La compassion n'exigeait pas de vulnérabilité à d'autres blessures. Le changement le plus profond, cependant, était interne. Être traité d'ordure sans valeur par les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement avait initialement brisé mon sentiment d'identité. Mais en reconstruisant ma vie pièce par pièce, j'avais découvert une résilience que je ne savais pas que je possédais. J'ai appris que ma valeur n'était pas déterminée par l'approbation parentale ou les mesures conventionnelles du succès. Elle existait indépendamment, une qualité intrinsèque que personne ne pouvait accorder ou retirer. Cette prise de conscience avait transformé non seulement la façon dont je me voyais, mais aussi la façon dont j'abordais chaque relation de ma vie. Avec les clients, je ne cherchais plus la validation en faisant plaisir aux gens, au lieu de cela, je présentais avec confiance des conceptions qui représentaient mon meilleur jugement professionnel. Avec les amis, j'exprimais clairement mes besoins et mes limites, ne craignant plus le rejet si je ne m'adaptais pas d'abord à tout le monde. En matière de rencontres, j'abordais les partenaires potentiels comme une égale, pas comme quelqu'un cherchant désespérément l'approbation. Alors que je rangeais les photos du restaurant et que je me préparais à rejoindre Jasmine pour le déjeuner, j'ai réfléchi à l'étrange ironie de mon parcours. Être traité d'ordure et jeté avait finalement été le catalyseur pour trouver ma vraie valeur. Plus tard dans la soirée, assise sur le petit balcon de mon appartement avec un verre de vin, j'ai regardé le coucher de soleil peindre le ciel de brillants oranges et roses. Le café en dessous avait fermé pour la journée, l'agitation habituelle remplacée par un calme paisible. Dans ce moment de solitude, j'ai ressenti un sentiment inattendu de gratitude. Non pas de la gratitude pour les mots durs ou le rejet douloureux, mais pour ce qui est venu après, les amis qui se sont présentés, les mentors qui ont cru en moi, les clients qui ont fait confiance à ma vision, et surtout, la force intérieure que j'ai découverte en moi. Le chemin du sous-sol de mes parents à cette vie indépendante n'avait pas été facile. Il y avait eu des larmes et des doutes, des difficultés financières et des nuits solitaires. Mais assise ici maintenant, dans un espace qui m'appartenait entièrement, entouré de choix de design qui reflétaient mon esthétique et mes valeurs, je savais avec une certitude absolue que j'étais exactement là où je devais être. Parfois, les ordures, une fois jetées, trouvent exactement le bon endroit pour devenir un trésor. Parfois, être jeté est la première étape pour être vraiment trouvé. Aurais-je préféré une famille plus solidaire, des parents qui célébraient plutôt que de critiquer mes choix? Bien sûr. La blessure de cette nuit, de ces mots cruels, resterait toujours un point sensible dans mon cœur. Mais je ne souhaitais plus changer ce qui s'était passé, car ce catalyseur douloureux avait créé quelque chose de beau, une vie authentiquement mienne. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un nouveau client potentiel, recommandé par les propriétaires du restaurant. En répondant, en organisant une première consultation, j'ai souri au déploiement continu d'opportunités qui avait commencé avec cette terrible nuit. Être traité d'ordure sans valeur ne m'avait pas défini. Cela m'avait libéré pour découvrir ma vraie valeur, selon mes propres termes, dans mon propre espace.
Et cette découverte valait chaque larme, chaque lutte, chaque moment de doute en chemin. Avez-vous déjà vécu un rejet douloureux qui a finalement conduit à une croissance inattendue? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si mon parcours a résonné en vous, de vous abonner pour plus d'expériences de la vie réelle et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que d'être rejeté peut parfois être le début de la découverte de sa vraie valeur. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne la voient pas, mais par votre propre courage à croire en vous quand les autres ne le font pas.